avant de démarrer de rentrer dans le vif de nos sujets avec nos trois tables rondes, nos trois séquences plutôt, je voulais vous donner quelques petites informations pour l'intervention, puisque le ministre d'État a souligné que ce n'était pas juste un colloque, c'était aussi un moment d'échange. Donc, je vous invite, je vous invite à poser vos questions vous pouvez vous connecter sur le Wi-Fi de la BNF, sur hypermaster.net. Vous avez le code de connexion. Et donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a une modération qui est exercée là-haut en régie, de manière à ce que vos questions ne soient pas trop longues et qu'elles soient bien focalisées sur les sujets qui sont traités ce matin. Faites attention à ce qu'elles ne prennent pas plus de 3 lignes, sinon on n'arrivera pas à les afficher. En tout cas, n'hésitez pas. On en prendra autant que possible. Mais en tout cas, ce à quoi le président de Sénart s'est vraiment engagé, c'est que l'ensemble de ces questions soient portées auprès du comité ACT, qu'elles soient entendues et qu'elles y trouvent une réponse. Donc, merci de votre contribution, de votre participation. Voilà, maintenant, vous allez afficher, vous voyez à peu près la taille des questions qui sont susceptibles d'être affichées. Je vous propose maintenant que nous passions dans le vif du sujet. Nous avons 3 séquences ce matin. Une séquence qui est plutôt dédiée aux questions internationales et nous allons recevoir 3 invités que je vais vous présenter dans un instant. Une séquence qui sera consacrée plutôt à la manière dont les entreprises se mobilisent pour atteindre le zéro émission net. Donc on a un certain nombre d'intervenants qui nous présenteront des démarches spécifiques d'entreprise. Et puis nous terminerons la 3e séquence avec une focalisation plus précise sur les comportements des citoyens, habitants, consommateurs, et comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent évoluer ou s'approprient ces problématiques de transition énergétique de manière à ce que nous atteignions nos objectifs. Ces 3 séquences, donc je propose que nous lancions notre première table ronde. Je vais appeler donc Monsieur Michel Colombier, qui doit être par ici. Voilà, prenez le temps pour montrer. Je vous en prie. Monsieur Michel Colombier, qui est cofondateur et directeur scientifique à l'IDRI, qui est également ingénieur et économiste, et qui a... Voilà, je vous en prie. Allez. Voilà, on remercie vraiment d'être avec nous ce matin, car comme vous pouvez le constater, le déplacement est une mobilité douce. Je vous en laisse une. Très bien. Donc, Monsieur Colombier, vous êtes un spécialiste dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Vous avez aussi un lien fort avec l'université puisque vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris. Vous avez été négociateur dans le processus CNUC et directeur du conseil d'administration de Climate Strategies à Londres. Et vous êtes actuellement président du comité d'experts pour la transition énergétique en France. Je demande également à Monsieur Patrick Oliva de bien vouloir monter sur scène, qui est membre du comité ACT. Vous avez œuvré, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Sénart, pendant de nombreuses années au sein du groupe Michelin, en tant que directeur délégué auprès des gérants du groupe Michelin. Voilà, je vous en prie. Et vous êtes cofondateur avec Slocat du partenariat PPMC, qui est chargé d'animer le sujet transport dans le Global Climate Action Agenda de la COP21 et COP22, et qui est notamment à l'origine de la feuille de route décarbonation, modernisation du transport. Madame Marion Guilloux, vous êtes une spécialiste de la sécurité alimentaire mondiale. Vous avez dirigé l'INRA et vous êtes présidente d'Agrenium, qui est un institut dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur français en agrobiosciences, uni pour répondre aux enjeux nationaux et internationaux. C'est une grande communauté d'établissements, vous en direz un mot, 14 établissements d'enseignement supérieur, 10 000 étudiants, 16 800 chercheurs, voilà, énorme... très important institut dans ce domaine-là. Vous êtes également membre du comité ACT et nous allons commencer cette séquence donc, de la manière suivante. Monsieur Colombier va nous proposer, va nous expliquer un petit peu le projet, notamment Deep Decarbonization Pathway Project, qui a été développé par l'IDRI, qui est un projet au long cours et qui a notamment, mais vous allez nous détailler ça, qui est une initiative internationale qui essaye de comprendre comment les différents pays opèrent une transition vers l'économie sobre en carbone,
quel type de politique ils mettent en œuvre, hein, quel type d'outils et de méthodologies ils utilisent, et dans quelle mesure certaines de vos conclusions mettent en évidence de bonnes pratiques. Alors non seulement des pratiques de politique publique, mais aussi des accompagnements d'évolution sociétale. Donc on va vous donner la parole pour une dizaine de minutes. Je vais faire attention au timing de manière à ce qu'on ait quand même un moment d'échange. Et puis ensuite, je donnerai la parole à nos 2 membres du comité ACT qui feront une réaction un petit peu à chaud sur cette intervention. Et bien entendu, nous donnerons la parole à la salle. Je vous en prie, Monsieur Colombier. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Madame la commissaire. Bonjour à tous. Je vais essayer en 2 mots peut-être de revenir à... Alors je ne sais pas si je peux revenir en arrière, c'est pas très grave. Je voulais revenir quand même 1 minute sur cette question de neutralité, parce que je dois vous dire que quand à Paris on a finalement décidé cet article qui dit notre objectif collectif, c'est d'amener les émissions au même niveau que la capture du système, tout le monde n'était pas complètement ravi de cette définition et de la façon dont cet objectif global a été défini. Et je pense que c'est important de le comprendre parce qu'il y avait plusieurs craintes derrière. Il y avait une crainte qui était neutralité, on en a parlé depuis longtemps dans la communauté climatique, et souvent c'était l'idée de faire des offsets, de faire des compensations. Prenez l'avion et vous serez neutre si vous achetez quelques crédits carbone. Et donc derrière ça, les crédits carbone n'étaient pas en soi une critique, mais c'était la critique de l'inaction. Donc il y a eu une crainte de l'inaction, et puis il y a eu une deuxième crainte aussi qui a été alimentée en partie par ce que les gens avaient perçu des rapports du GIEC précédents, qui était un rapport qui, pour la première fois, mettait beaucoup l'accent sur le besoin de faire des émissions négatives, et donc un accent sur ces technologies d'émissions négatives, comprises par certains comme de la géo-ingénierie, et donc une crainte aussi que cette façon d'inscrire l'objectif collectif dans l'accord de Paris soit plus une démission face à l'action que la révélation d'une ambition. Donc c'est là-dessus que je voudrais d'abord donner 2-3 éléments avant d'en venir à la question du DDP. Pourquoi ? Parce que ça me semble important. Finalement, quel bilan on peut tirer quelques années, 2 ans, après l'accord de Paris ? Le premier, c'est que, et c'est intéressant, ce concept de neutralité, politiquement, il fonctionne. Alors je reviendrai en conclusion peut-être sur les raisons pour lesquelles il fonctionne, mais on voit que plusieurs pays, ils ne sont pas très nombreux, certes, encore une petite dizaine, ont mis cette question de la neutralité au cœur de leur réflexion, et pour certains ont fait des annonces politiques fortes. Alors j'en mentionne 2 ici, un petit peu par hasard, mais aussi parce que je reviendrai sur la signification de ce qu'ils font en substance. Nouvelle-Zélande et Suède. Et dans les 2 cas, on est dans un contexte d'alternance politique, et clairement, la référence à la neutralité, c'est la démonstration, et à vocation interne, à vocation domestique, et pas pour une annonce internationale, mais à vocation domestique, c'est l'affirmation d'une volonté nouvelle, d'une ambition nouvelle à l'intérieur du pays sur les politiques climatiques. Donc c'est vraiment utilisé comme tel, et je crois qu'on peut dire la même chose d'autres acteurs qui se sont emparés de cette question de neutralité carbone. Je mentionne ici le C40, c'est-à-dire le travail qui est mené par les grandes métropoles internationales, mais on pourrait dire aussi la même chose d'un certain nombre d'entreprises. Donc premier constat, oui, cette question de neutralité, contrairement à la crainte qu'on pouvait avoir au départ, elle est utilisée comme un marqueur d'ambition politique sur la question climatique. Alors derrière ce marqueur, est-ce qu'il y a une réalité ? Est-ce que finalement c'est un concept un peu fourre-tout, ou est-ce que ça nous donne un guide d'action, et comment on peut utiliser ce guide d'action ? Alors neutralité carbone ou équilibre des émissions, en fait, scientifiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, il faut bien voir ça. C'est-à-dire que cette neutralité carbone, au départ, d'abord c'est un peu fugitif, parce que ce que nous disent les scientifiques, c'est quand on prend les émissions tout ensemble, pour tenir ce 2 degrés ou ce well below 2 degrees, en dessous de 2 degrés, ce qu'il faut, c'est passer par ce qu'on pourrait définir comme une neutralité, c'est la courbe en haut à droite, et il faut s'intéresser à la courbe bleue en bas. Il faut passer par une forme de neutralité vers 2070, mais c'est jamais qu'une étape vers des émissions négatives. Mais plus important encore, ça c'est le cumul de plusieurs gaz. C'est du CO2, c'est du méthane, c'est du protoxyde d'azote, etc. Et ce point de neutralité, finalement, c'est le résultat d'une équation dans laquelle on multiplie ça par des pouvoirs de radiation qui sont discutables. Si on veut comprendre ce que nous disent vraiment les scientifiques sur les conditions d'atteinte de la neutralité, il faut s'intéresser à ce qu'ils ont exploré gaz par gaz. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Parce que ce qu'ils nous disent, ce que les scénarios qu'on appelle 2.6, RCP 2.6 ont exploré, c'est que d'abord, il faut en effet mobiliser, c'était la crainte, il faut mobiliser beaucoup de puits, des puits naturels,
Donc des pratiques agricoles différentes, des pratiques forestières différentes, une protection des écosystèmes. Plus tard, à terme, peut-être des technologies d'émissions négatives, je reviendrai dessus, mais que tout cela ne pourra compenser les émissions que dans la mesure où les émissions de CO2 du système énergétique seront à peu près nulles à l'horizon 2060-2070. Donc ça au niveau global. Donc ce n'est pas du tout, contrairement à l'image qu'on pouvait en avoir, des scénarios de relâchement de notre attitude, de notre vision de transformation, mais c'est des scénarios qui nous disent cumul d'un travail sur les émissions énergétiques et d'un travail sur les émissions non énergétiques. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que ça nous donne immédiatement un certain nombre de guides sur l'action concrète. On a mentionné, Monsieur le ministre a mentionné les équilibres qui sont proposés dans le cadre de la SNBC française, en disant sur l'énergie, on doit aller proche de zéro. Mais ce n'est même pas simplement une conséquence de la question quels sont nos puits, quels sont nos potentiels du côté agricole, etc. C'est un impératif pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un système mondial vers 2060 dans lequel il n'y a plus de carbone émis par le système énergétique est un système dans lequel, pour chaque acteur, pour chaque pays, il n'y a plus de carbone dans le système énergétique. Et c'est très intéressant, je parlais de la Suède. Regardez ce que fait la Suède. Elle annonce un objectif de neutralité en disant c'est une nouvelle ambition. Mais la Suède est pratiquement neutre déjà. Parce que la Suède a un système énergétique relativement peu émissif, comme nous, elle a de l'hydraulique et du nucléaire, et aussi parce qu'elle a une grande forêt. Elle est pratiquement à la neutralité. Donc quand la Suède se dote d'un objectif de neutralité, ce n'est pas en faisant le décompte de tout ça, mais c'est un objectif de décarbonation de son système énergétique. Et relisez les déclarations en détail aujourd'hui du ministère suédois, c'est une remise sur le tapis de leurs objectifs énergétiques et seulement énergétiques, et ce n'est pas une recherche de compensation avec leur forêt. Ça, c'est très intéressant. Je crois que le deuxième intérêt politique de la question de la neutralité, c'est, ça a été mentionné ce matin, sortir enfin du focus énergie. On a un travail à faire sur l'énergie, mais depuis 20 ans, quand on parle de climat, on parle d'énergie. Quand on parle d'énergie, on parle d'électricité. En France, on parle de nucléaire. Pour peut-être la première fois, ces pays qui aujourd'hui s'intéressent à la neutralité sortent de la question énergétique pour prendre en charge un deuxième sujet qui est extrêmement important, qui est celui de l'occupation des sols, qui est celui de l'agriculture et qui est celui de la biodiversité, sur lequel le rapport de l'IPCC nous rappelle que c'est un objet majeur en termes d'adaptation. Et donc, on doit évidemment complètement penser nos stratégies de décarbonation en lien avec cet objectif-là. La troisième chose, très rapidement, cet horizon obscurci par le problème des technologies à émissions négatives, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une forme d'artefact de modélisation pour nous rappeler qu'il y a un horizon derrière la question de la décarbonation et la question de la mobilisation des puits naturels qui n'est pas pérenne et qu'il faudra un jour s'attaquer à cet horizon, ce qui veut dire aujourd'hui la recherche, développement, etc. Mais ça n'est nulle part dans ces scénarios quelque chose qui est une solution de pis-aller contre, aujourd'hui, je dirais, une forme de laxisme sur nos politiques. Donc on ne doit pas se bloquer sur cet horizon. Et la neutralité, c'est d'abord ramener à aujourd'hui quelles sont les décisions importantes qui doivent être prises aujourd'hui. J'y reviendrai sur le cas du DDP. Et le dernier point important, la dernière information, je dirais, qu'on reprend de cette analyse scientifique, c'est que la neutralité, un monde neutre, ce n'est pas un monde sans échange. Et si on regarde notamment ce que nous dit la Nouvelle-Zélande dans son objectif de neutralité, alors pour elle, c'est le contraire de la Suède. La Nouvelle-Zélande, elle alimente une partie de l'Asie du Sud-Est, ça vient même jusqu'ici, en produits carnés, en lait, etc. Elle n'entend pas renoncer à ce rôle de ferme, quelque part. Et son objectif de neutralité, elle l'affiche clairement comme un objectif dans lequel il y aura de l'échange, et donc il y aura un déséquilibre d'émissions de la Nouvelle-Zélande. Et donc, ça, c'est une question intéressante pour la France. C'est-à-dire, je crois qu'on a à la fois cette question de la neutralité énergie qui s'impose à tous dans tout contexte, et cette question de l'équilibre entre les émissions qu'on ne peut pas annuler de l'agriculture, de l'élevage en particulier, et la localisation des puits. Et ça, il n'y a aucune raison qu'il y ait un équilibre à l'intérieur de chaque nation, à l'intérieur de chaque territoire. Ça ne ferait pas de sens. Alors pourquoi cet intérêt pour la neutralité et pourquoi aujourd'hui dans ce groupe de 20 pays avec lesquels on a travaillé depuis 3 ans avant Paris à peu près, d'abord sur des trajectoires de décarbonation profonde et maintenant sur cette question de neutralité, pourquoi finalement cet objectif, cette question de neutralité fonctionne à mon avis?
C'est parce que je crois que pour la première fois, on a trouvé un attracteur qui permet à tous les acteurs de se positionner indépendamment du jeu auquel on a joué pendant 20 ans, qui était de se demander d'abord qu'est-ce que je dois faire. Quand on disait dans l'Union européenne, l'Union doit faire moins 8%, après on attendait de savoir ce que doit faire la France, on attendait de savoir ce que doit faire la région Picardie, on attendait de savoir ce que doit faire telle entreprise dans la région Picardie. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise de décliner comme ça des objectifs? La neutralité, je crois que le gros intérêt, et je crois que vous en êtes le témoin ici avec la composition du comité, c'est que ça permet aujourd'hui à chaque pays, à chaque unité territoriale, à une ville, à une entreprise, de se penser en même temps dans qu'est-ce que ça veut dire pour moi être dans un monde neutre. Et ça, c'est ce qu'on découvre et qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que pour une entreprise, la question, ce n'est pas seulement quelles sont mes émissions. C'est dans un monde de neutralité, comment vont évoluer mes marchés, comment vont évoluer mes clients, quels produits je dois faire, comment va évoluer mon sourcing, comment vont évoluer mes technologies de production, etc. Donc c'est une réflexion tout à fait différente, mais qu'on peut mener avant même qu'on nous ait attribué une responsabilité, un quota carbone ou quelque chose comme ça. Alors je voudrais conclure sur une chose, qui est cet exercice que vous pouvez aller voir sur Internet, et je n'ai pas le temps de le présenter là, 5 années d'expérience dans une vingtaine de pays dans le monde, essentiellement des pays du G20, à travailler sur ces trajectoires de décarbonation. Et je crois qu'on en retire une chose essentielle pour la façon de conduire le débat en France, c'est que, regardez le long terme, regardez 2050, on est forcément face à des incertitudes. Et deux types d'incertitudes. On a des incertitudes technologiques. Évidemment, on pourra en parler sur les transports, tout n'est pas écrit sur les équilibres dans les transports entre les carburants de synthèse, l'électricité, etc. On a d'autres incertitudes qui sont comment vont évoluer les comportements. Donc on a des incertitudes sociétales, on ne peut pas décréter quelles vont être les évolutions sur des consommations carnées, décréter quels vont être les besoins des gens en termes de mobilité. On peut les influencer, on peut travailler sur l'urbanisme, on peut travailler sur des questions de santé, etc. Mais on a besoin d'un dialogue. Et évidemment, dans tous ces pays, on ne trouve pas une trajectoire vers la neutralité, mais on en trouve plusieurs. Je crois que le temps aujourd'hui est à la fois de voir en quoi cet objectif de neutralité nous impose aujourd'hui un certain nombre de changements des feuilles de route auxquels on ne peut pas échapper, monsieur le ministre l'a rappelé, et dans le même temps d'ouvrir un débat, parce qu'on a le temps de ce débat, et c'est ce qu'on a vu dans l'ensemble de ces pays, comment les transformations qui sont nécessaires rencontrent les préoccupations sociales des différents pays. Et quand on travaille en Afrique du Sud, évidemment, la préoccupation première, c'est l'emploi. La préoccupation première, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui aujourd'hui travaillent dans des mines de charbon et qui vont être impactés par une transition de 30 ans si on ne veut pas avoir les difficultés que l'Allemagne peut avoir aujourd'hui, qui est un pays riche, qui est un pays sans chômage et qui est un pays qui a quand même des difficultés à fermer ses mines. Donc, les questions, le prisme au travers duquel on analyse aujourd'hui nos trajectoires de neutralité en Afrique du Sud n'est évidemment pas le même que le prisme avec lequel on les analyse en Inde, en Chine, en Nouvelle-Zélande et avec lequel on peut les analyser en France. Et ça, je pense que c'est la principale réflexion et la principale leçon qu'on a tirée de ce travail avec l'ensemble de ces pays. On n'a pas à leur proposer, nous, une trajectoire modélisateur, mais on ouvre des possibles et on a besoin derrière ça d'une réflexion avec l'ensemble des acteurs. Je crois que c'est le travail dans lequel vous êtes engagé ici. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup, monsieur. Je vais donner la parole aux membres du comité ACT. Peut-être, monsieur, voilà, Patrick, Oliva, oui, d'ici, peut-être, oui, tout simplement. Je vous en prie. Oui, pour reprendre l'expression de monsieur Colombier, en fait, le comité ACT a pour vocation de nous aider à trouver le chemin de la France, justement, dans quelle est sa feuille de route, hein, comment est-ce qu'on la construit, comment est-ce qu'on construit cet équilibre technologique et sociétal, puisqu'il ne s'agit pas évidemment d'exporter notre empreinte. Donc comment est-ce que, ce qui est un petit peu le cas, le ministre d'État le rappelait tout à l'heure, effectivement, nous avons une augmentation de nos émissions de gaz qui sont notamment liées à notre capacité d'externaliser notre production d'émissions. Donc comment le comité ACT compte, peut nous aider dans cette réflexion-là, et qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans ce travail? Je pense que le comité ACT peut aider dans de nombreux domaines. Tout d'abord, merci Michel d'avoir bien resitué le débat dans ce contexte mondial, d'avoir bien reprécisé également
cette notion fondamentale d'émissions négatives. Parce qu'à un moment donné, effectivement, nous allons tous être confrontés à cela. Et c'est souvent un dossier qui, à l'international, n'est pas très bien traité et sur lequel nous sommes globalement, collectivement, en retard, me semble-t-il. Alors, moi, membre du comité ACT, je suis extrêmement séduit par cette perspective de la ZEN, zéro émission nette, en 2050. C'est formidable parce qu'on a 30 ans. C'est très court. Et donc, on ne doit pas différer, on ne doit pas perdre de temps. Et il me semble qu'un des éléments que nous pouvons vraiment apporter, c'est de compléter en détail les feuilles de route qui existent. Voilà. Nous avons énormément de briques. Et elles sont très bonnes. Et moi, je salue l'effort qui a été fait par la France, et beaucoup de nos pays nous envient cela. Mais je prends par exemple le cas de la mobilité. J'attends avec impatience donc, les indications du 20 juillet que Mme Borne devrait donner sur la loi d'orientation mobilité. Mais il reste par exemple cette dimension fondamentale de la logistique. Nous savons que c'est une dimension qui se développe, extrêmement forte. Il faut absolument traiter cela. La France n'est pas seule impliquée, mais nous avons à travers cela, effectivement, à revoir un petit peu nos schémas productifs, nos schémas de distribution. C'est une dimension essentielle pour pouvoir y arriver. Et je pense que le comité ACT est à même, effectivement, de poser ce genre de questions et de faire des propositions. Nous en avons besoin. C'est le cas de la mobilité. C'est le cas, par exemple, également de cette convergence que nous devons avoir entre le secteur énergétique et les différents secteurs utilisateurs. Aujourd'hui, il y a des éléments de dialogue. Nous n'avons pas encore, à ce jour, véritablement une véritable bijection entre des visions sectorielles et une vision énergétique complète. Et ça, je crois que ACT peut effectivement nous aider à le travailler. Ça me paraît essentiel. Le deuxième élément important, c'est de dire qu'une fois qu'on a des feuilles de route, et on l'a dit, il ne s'agit pas de s'enfermer sur tel ou tel scénario, hein, nous ne sommes pas dans des économies dirigistes et on ne sait pas, il y a tellement d'éléments à concilier. Mais une fois qu'on est engagé dans ces feuilles de route, c'est véritablement d'associer, je dirais, le tempo le plus efficace possible entre quelques politiques publiques majeures. Il n'en faut pas 90 000 parce qu'il ne s'agit pas de tout réglementer, mais c'est quelques politiques publiques et les investissements majeurs qui doivent venir pour partie, effectivement, de l'État, mais pour l'essentiel du monde privé. Et aujourd'hui, cette adéquation entre le tempo, le timing de quelques politiques publiques et les investissements stratégiques, nous ne l'avons pas complètement. Et je crois que c'est vraiment une dimension sur laquelle nous pouvons énormément aider, parce que justement, la grande chance de se donner un objectif en 30 ans, c'est vraiment de se doter d'avantages économiques. Et ces avantages économiques, il faut absolument que nous arrivions à les travailler ensemble. Je reprendrai ce qui avait été dit en 2015, juste avant l'accord de Paris, par les industries d'une façon générale, les entreprises du monde entier, lors du Business and Climate Summit, mai 2015. Et les entreprises disent quoi ? On est favorable à un accord ambitieux, on l'a eu, très bien. On demande qu'il y ait aussi vite que possible des prix de valorisation des gaz à effet de serre, du carbone plus simplement, le plus rapidement possible mondialement. Là, je crois que nous avons, nous en France, pris un certain nombre d'initiatives intéressantes, mais passer assez rapidement à une couverture à 100% de ces émissions de gaz à effet de serre avec des adaptations, hein, comme l'évoquait Michel, sur chacun des gaz est quelque chose d'absolument essentiel. Et les industriels disaient aussi, essayons de définir à la fois la maille nationale et si possible aussi au niveau international, quelques instruments économiques qui permettent de limiter le risque d'investissement à long terme sur les technologies bas carbone. Ce discours, aujourd'hui, ne me semble pas avoir été vraiment suivi d'effets très clairs, ni chez nous, ni dans la plupart des pays, et il me semble essentiel. Et donc, j'y vois là un terrain de jeu, si vous me permettez cette expression, essentiel pour ACT. Comment, effectivement, créons-nous progressivement les conditions pour que ces instruments économiques apparaissent. Et enfin, je terminerai par un dernier point qui me paraît essentiel. Et là encore, en regardant un petit peu au niveau mondial, je pense qu'on peut s'en inspirer pour certaines dimensions, et ACT peut jouer un rôle là-dedans. Il ne va pas y avoir qu'une évolution des secteurs économiques actuels. Monsieur le ministre d'État disait, on parlait de conversion. Dans cette conversion, il y aura beaucoup d'acteurs nouveaux qui vont intervenir. Voilà. Je crois qu'il faut être conscient de cela. Il y a parfois un discours un peu politiquement correct qui consiste à dire, au fond, tout le monde va y gagner quelque chose. Non, non, non. Il y a des secteurs qui vont effectivement être touchés. Et il est important de le mettre en exergue assez rapidement pour trouver absolument les palliatifs, la préparation sociale, etc. Mais il est également important de le faire pour que nous puissions aider
des secteurs de start-up, de petites entreprises, dans les services, dans les nouvelles technologies, etc., qui, parallèlement au travail d'évolution des grands acteurs, vont avoir un rôle majeur à jouer. Et je crois que tout ce qui peut être fait dans le domaine politique pour ouvrir le champ des possibilités de travail, des petites entreprises, des start-up, etc., est essentiel, vraiment essentiel. Donc ce double impératif, à la fois d'être aussi approfondi que possible dans notre recherche de feuilles de route, et en même temps d'ouvrir des champs d'activité économique nouveaux. Voilà, Acte a, je crois, pas mal de choses à faire, et on va s'y employer avec grand cœur. Merci beaucoup. D'ailleurs, au passage, vous avez répondu à quelques-unes des petites questions qui sont passées. Je vous invite aussi à les regarder. Il y a une question qui a été posée, je pense qu'on peut répondre peut-être assez simplement, qui dit c'est quoi une technologie à émission négative? Je crois qu'il est passé là tout à l'heure. Vous avez peut-être vu, on peut peut-être me la remettre pour que vous l'ayez sous les yeux, mais à mon avis, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une technologie à émission négative? Alors, il y a deux choses. La notion d'émission négative, ça veut dire très simplement prendre du... Alors, on peut le faire uniquement avec un gaz, c'est le CO2, de façon pratique. C'est prendre du CO2 dans l'air et, d'une certaine façon, le fixer. Alors, il y a une façon très simple de le faire, c'est le système biologique, le système vivant, c'est ce qu'il fait tous les jours, évidemment, dans la mesure où après, on ne le dégrade pas. Donc, c'est ce que font des arbres, ils fixent du carbone dans l'arbre lui-même, ils fixent du carbone dans le sol. C'est le principe d'une forêt. Donc, dans ces scénarios, dans cette idée de neutralité, la neutralité est possible parce que même si on va vers zéro émission dans le secteur énergie, on aura toujours des émissions du secteur agricole, quelle que soit l'évolution de ce secteur. La notion de technologie à émissions négatives, c'est un petit peu plus compliqué. C'est que dans les scénarios qui ont été produits par l'IPCC, il y a l'hypothèse qu'on pourra développer de façon technologique des solutions permettant de capter du CO2 et de le conserver. Ces solutions telles que décrites dans l'IPCC, c'est quoi? Quelque chose qui a fait polémique, on appelle ça des BECCS. Ça veut dire, en fait, c'est des centrales électriques qui brûlent de la biomasse, qui produisent de l'électricité, et ensuite vous avez séquestration du carbone dans les sols. C'est une technologie qui pose beaucoup de questions sur sa faisabilité, sur ses impacts sur la biodiversité, sur les sols qui seraient nécessaires, les surfaces qui seraient nécessaires pour faire les 10 gigatonnes de CO2 qui sont proposées là. En fait, il y a d'autres options, il y a d'autres solutions encore plus technologiques qui consisteraient à avoir carrément des technologies de capture du CO2 et de séquestration. C'est de toute façon, moi ce que je disais, c'est à la fois, évidemment c'est important, mais c'est un horizon qui est relativement lointain. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que pour les 30 années dont parlait M. Oliva là tout de suite, la seule technologie d'émission négative qui est en jeu en termes opérationnels, c'est celle dont vous allez parler, je pense, dans une minute, qui est le système agricole, le système forestier et l'ensemble des écosystèmes de la planète. C'est celle-là qu'il s'agit de mobiliser aujourd'hui dans les 20-30 années qui viennent. Le reste, il faut y travailler parce qu'on en aura besoin, mais c'est un horizon qui est lointain. Donc en termes de solutions, en termes de financement, de business model de ces solutions, je dirais qu'on a le temps de voir et il ne faut pas s'arrêter aujourd'hui devant cet objet un peu lointain. Marion Guillot, je vous propose de réagir, alors en particulier quant à sur la remarque qu'a fait M. Colombier, qui consiste à dire l'avantage de cette notion de neutralité carbone, c'est qu'elle nous invite à considérer tout l'intérêt des puits carbone. Puits carbone, c'est votre spécialité en particulier. Voilà, quel rôle des forêts, quel rôle des sols, comment est-ce qu'on doit avoir un autre regard et une vraie politique publique pour permettre qu'ils jouent tout leur rôle dans l'atteinte de ces objectifs zen. Oui, quand j'écoutais tout à l'heure Michel Colombier, je me disais au fond on a... Non, ça marche pas. Ça marche ? Si, ça marche. Oui, je me disais qu'on retrouvait la même discussion qu'on a entendue au niveau international au moment où on a lancé le programme 4 pour 1000 de stockage de carbone dans les sols. C'est-à-dire, faites attention que le fait de créer des solutions autres, des compensations, ça n'empêche pas d'éviter et de réduire avant tout. Et donc, le premier débat, il est là.
C'est-à-dire, faites attention que proposer des compensations lointaines, ça n'empêche pas d'abord d'éviter les dégagements de méthane, d'éviter les dégagements de N2O, de la fertilisation, etc. Donc le premier débat, éviter, réduire, compenser, c'est bien les trois et c'est pas seulement compenser. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'aura pas fini de répéter, notamment à cause de ces procès d'intention. La deuxième chose, en l'écoutant, je me disais, bon, il y a un intérêt global à agir, intellectuellement on voit bien. Pour les acteurs sur le terrain, l'intérêt global, c'est quand même drôlement abstrait. Donc après, comment on convertit cet intérêt global à agir par le fait qu'il y a des communautés de gens qui se réunissent pour faire quelque chose de concret. Alors, communauté de gens, soit au niveau d'un territoire, et je pense que dans les exemples internationaux qu'on trouve, finalement c'est ça, c'est un territoire avec des gens qui ont personnifié ce territoire, qui ont eu envie d'avoir un message collectif, de donner un sens collectif à leur action. Donc ça peut être une manière d'agir, et je vois très bien en milieu rural que ça peut marcher, c'est-à-dire comment penser culture et élevage ensemble, comment penser recyclage des déchets, comment penser transfert de la matière organique. Enfin, on voit bien que collectivement, on fait plus de choses que chacun dans son coin avec une production spécialisée. On retourne un peu à, disons, à la polyculture élevage, mais cette fois-ci à une échelle collective au lieu d'être à une échelle individuelle. Et pareil pour le consommateur. La viande est un peu l'accusée en ce moment dans nos pays. La viande, depuis le rapport de la FAO sur le méthane et les contributions de l'élevage. Bon, d'abord, il faut le rappeler, l'élevage, ça restera indispensable dans le monde parce qu'on ne sait pas très bien digérer l'herbe. Nous ne sommes pas des ruminants. Donc l'herbe, il n'y a que les ruminants qui savent faire. Donc dans les pays où il n'y a que de la pauvre herbe qui pousse, il n'y a pas d'autre solution. Puis l'autre fait, quelquefois, il faut sortir un peu de nos pays. Dans nos pays, la consommation de viande diminue et la modération est une bonne chose. Mais il faut savoir que dans le monde, la demande augmente. Donc de toute façon, il faut trouver des modèles bas carbone ou zéro carbone de système d'élevage, que ce soit élevage viande ou produits laitiers. Et actuellement, c'est les Brésiliens qui ont commencé sur la viande zéro carbone. Et en France, donc il y a un grand plan, élevage zéro carbone et élevage laitier zéro carbone. Et ça mobilise des filières un peu parce qu'elles ont envie de redonner une image positive par rapport à cette ambiance anti-méthane, anti-élevage. Et le troisième élément, là, quand j'entendais les puits, oui, les puits potentiels sont extraordinaires, mais la première chose, c'est d'arrêter la dégradation. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est triste à dire, mais le sol est potentiellement un énorme stockeur de carbone. C'est 2 à 3 fois plus de carbone dans les sols que dans l'atmosphère. Donc les ordres de grandeur sont assez significatifs, mais actuellement, il y a encore dégradation. 33% des sols du monde sont fortement ou moyennement dégradés. Et pour l'instant, le mouvement continue. Donc, vous parliez tout à l'heure, Nicolas Hulot, de l'artificialisation des sols. Tout ce qui empêche le sol de vivre, tout ce qui empêche... Vous savez qu'un grain de sol, c'est 1 milliard de micro-organismes. Le sol, c'est une matière vivante. Pour que ça marche, pour que la dégradation organique, minérale marche, c'est une espèce de fermenteur, le sol. Donc, de fait, l'artificialisation est atroce parce que les phénomènes d'échange ne marchent plus. Donc, première chose, faire en sorte que cette dégradation de l'état des sols s'arrête. Alors, du point de vue action, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine que je connais, que je fréquente depuis quelques années. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, la réduction des émissions des élevages. Il y a des possibilités, de la génétique, de l'alimentation, de la conduite d'élevage. Vous savez ce qu'on appelle le microbiote, nos milliards de... pour les animaux, c'est pareil. Ils ont un vrai réacteur dans le rumen et de fait, comprendre le fonctionnement de ce réacteur et voir comment ça interagit avec l'alimentation des animaux, ce sera une source d'atténuation énorme. Deuxième chose, la culture, c'est le mauvais usage de la fertilisation, disons, les excès d'apport d'azote, les dégagements de N2O ou de NH4. Donc c'est de fait par des meilleurs apports au bon moment et beaucoup plus précis, donc l'apport du numérique, des capteurs, enfin toutes ces technologies qui vont permettre d'être plus précis, c'est une manière de diminuer les dégagements. Renforcer les puits. De fait, en France, on a regardé, si on garde les mêmes types de pratiques agricoles dans les 30 ans qui viennent, même perspective de temps, on sait dans certaines zones de France stocker 4 pour 1000 en plus. C'est possible de stocker 4 pour 1000 en plus. Alors c'est paradoxal bien sûr, mais assez facile à comprendre. C'est dans les zones où on a le moins stocké dans les années passées que les efforts sont les plus faciles. Donc il y a des cartographies qui ont été établies dans le monde
dans le monde entier. D'abord parce qu'on sait qu'il y a des zones extrêmement riches en matière organique dans les sols et qui sont, auxquelles il faut faire attention. Hein. Toutes les zones soviétiques extrêmement riches. Alors, il faut éviter les dégagements. Il faut, donc il y a quelques négociations et quelques discussions internationales intéressantes. Et en France, c'est la même chose. Il y a des endroits où les sols sont riches et c'est difficile de les enrichir encore plus. Là, il faut avoir l'objectif de maintenir la richesse. Et puis des zones dans lesquelles les sols, soit du fait de l'érosion, soit du fait des pratiques agricoles, sont assez pauvres. Et là, donc, il est assez facile. L'objectif est réaliste, dans les 30 ans qui viennent, de stocker ces 4 pour 1000 en plus. Donc, des plans d'action avec des zonages et une connaissance des taux de matière organique dans les sols, c'est une manière très concrète. Et je pense qu'au sein du comité ACT, on peut réfléchir à tout ça. C'est-à-dire, ça fera jouer l'urbanisme, ça fera jouer les bassins, les circuits, le recyclage des matières organiques. Donc, au-delà du monde agricole, ça demande d'impliquer l'ensemble des acteurs. Et puis, bien sûr, l'alimentation, c'est-à-dire quel va être le modèle alimentaire demain. Là encore, ce n'est pas du prescriptif. On ne va pas se mettre à regarder les gens dans les yeux en disant voilà ce qu'il faut faire. Par contre, on sait qu'il y a des tas de facteurs d'environnement qui envoient des messages au consommateur. Hein. Le consommateur, il est face à ses choix, mais il y a beaucoup de choses qui l'influencent dans ses choix. Donc, ça peut être des politiques d'acteurs économiques, hein. Ça peut être des politiques d'acteurs publics, ça peut être des politiques de collectivités territoriales, de collectivités à travers les cantines. Hein. Il y a des choses qui marchent extrêmement bien et dont on sait déjà qu'on pourrait les utiliser. Alors, évidemment, le premier puits de carbone, c'est la photosynthèse. Hein. Dans le jour, ça respire, ça absorbe du CO2, ça fait des matières organiques, hein, c'est ça qui constitue les tissus. Bon, la nuit, ça restitue un peu, mais beaucoup moins que le jour. Donc, globalement, la biomasse, c'est la meilleure manière de pomper du carbone, soit dans la biomasse que vous voyez, hein, les feuillages, soit dans les racines. Et là encore, il y a des perspectives de recherche absolument géniales, parce que on connaît très mal pour l'instant hein, ce milieu microbien autour des racines et dans le sol. On sait que les légumineuses, le milieu microbien, fait qu'elles savent absorber l'azote de l'air pour faire de l'engrais, enfin pour apporter de l'azote aux plantes. Donc là aussi, il y a des choses, il y a des perspectives. À 30 ans, je pense que c'est totalement réaliste de penser à l'absorption de l'azote de l'air par un système racinaire enrichi avec un microbiote. Donc, mobilisation des acteurs, et je pense qu'à ACT, c'est un petit peu la composition du comité qui veut ça, c'est-à-dire comment penser intersecteur. Je veux dire, chacun dans son secteur peut avoir quelques rêves, quelques futurs possibles, quelques hypothèses, mais on ne peut pas travailler tout seul. Il faut penser au recyclage, il faut penser au système des déchets, il faut penser au système de consommation, il faut penser à l'aménagement du territoire, il faut penser à la mobilisation des collectivités. Donc ça, c'est déjà à l'échelle nationale. Il faut penser à la valorisation des filières auprès des consommateurs. Et là aussi, ça suppose que les industries alimentaires, au lieu d'avoir besoin de matières premières très normalisées et des souplesses d'adaptation à la composition des matières premières, hein, dès qu'on va diversifier, et c'est pareil pour la biodiversité, dès qu'on va faire des mélanges de variétés, ce qui est bien meilleur pour la résilience des systèmes, c'est plus compliqué pour l'aval. Mais là encore, les nouvelles technologies d'analyse et d'identification peuvent permettre ces ambitions. Donc c'est bien tous ensemble et avec les yeux des personnes qui connaissent les modes d'action collectifs, avec les yeux de ceux qui sauront proposer des systèmes financiers d'aide à la transition. C'est bien tous ensemble, me semble-t-il, qu'on peut réfléchir. On a déjà la filière forêt-bois sur notre agenda. Je pense que les sols devraient être sur notre agenda, l'utilisation des sols collectivement. Donc je suis convaincue qu'au sein d'ACT, on a notre petite pierre à apporter avec ce regard horizontal.